Alors, nous avons deux orateurs avant la pause qui se fera vers 16h10 et je donne immédiatement la parole à Mathieu Touzaï-Divina. Merci, Monsieur le Président. À l'UMP, nous apprenons la démocratie, c'est assez nouveau. Jean-François Copé, de juin 2013. Nous allons faire un petit bond dans le passé et partir ensemble en 1848. Merci évidemment au préalable l'ensemble des organisateurs et en particulier Juliette. La démocratie, on le sait, on l'a vu, on l'a entendu, connaît de nombreuses exceptions dans le fil des périodes que sont les acteurs. Cette démocratie est souvent désormais adjectivée, elle est continue, elle est constitutionnelle, elle est gouvernée, elle est contre-démocratie, elle est plutôt démocratie. Elle est démocratie réelle, procédurale, réaliste, vériste, représentative, participative, elle est quelquefois utopique. En ce qui me concerne, je vais essayer de regarder un couple formé par l'année 1848 et les démocraties. Un mot sur chacun de ces thèmes. Démocratie, au sens de l'hypothèse originelle, un pouvoir détenu exercé par le peuple sur un territoire qui, pour des raisons pragmatiques, on le sait, ne peut désormais faire autrement que d'en appeler à des représentants. Et bien précisément, je crois que 1848, c'est ce moment où la France va s'affirmer démocratique et se rendre compte qu'elle ne peut pas faire autrement que d'être une démocratie représentative et conséquemment se poser la question de savoir si une démocratie représentative est une démocratie. La réponse est non. Je vais néanmoins développer. Alors évidemment, ça dit, on peut aussi s'entendre sur ce que c'est que le peuple. On connaît déjà toutes les exceptions qu'on peut entendre, on ne revient pas dessus. Et puis aussi par l'expression de démocratie, particulièrement en 1848, il y a cette démocratie politique, mais il y a aussi, avec Louis Blanc en particulier, la démocratie sociale, la démocratie économique. Quant à 1848, ce n'est pas qu'une année, c'est plutôt un moment, c'est un état d'esprit. 1848, c'est en France le retour de la République, la seconde, celle qui avait espéré ne pas connaître le troisième du nom. C'est une première révolution parisienne du 22 au 25 février, et puis on sait qu'après il y aura les événements de juin. 1848, c'est l'arrivée au pouvoir d'hommes qui sont particulièrement divisés. Ce sont des catholiques sociaux et modérés, ce sont des radicaux, des socialistes, ce sont aussi quelques anciens orléanistes, ce sont aussi des anarchistes. 1848, c'est dans un premier temps une république sociale pendant quelques jours, avec le gouvernement provisoire, et c'est très rapidement, avec les élections du jour de Pâques, une assemblée constituante avec des hommes d'une démocratie chrétienne idéalisée, avec à leur tête notamment Marie Laët-Corneille. 1848, c'est aussi dans un premier temps une mesure exceptionnelle prise en quelques jours à la fin de l'hiver, proclamation du suffrage universel masculin évidemment, régime Power oblige. C'est l'abolition de la peine de mort le 25 février, c'est la proclamation des libertés de la presse et de réunion, c'est la liberté d'association, c'est la création des ateliers nationaux, c'est la diminution du quota horaire de travail, c'est la commission du travail de Luxembourg, c'est l'abolition de l'esclavage le 27 avril. 1848, ce sont aussi les journées insurrectionnelles de juin, précisément suite à la fermeture des ateliers nationaux. 1848, c'est aussi le passage, grâce à Victor-Auguste Poulain, du cacao pharmaceutique au chocolat plaisir. 1848, c'est aussi pour le publiciste la Constitution du 4 novembre et sa courte existence qu'un autre Bonaparte va conduire vers l'Empire. Mais 1848, ce n'est pas que la France. 1848, c'est l'Europe et c'est le printemps des révolutions, avec, à l'instar de ce nouveau printemps arabe depuis 2010, un certain nombre de pays qui se soulèvent et qui revendiquent le pouvoir pour le peuple, c'est-à-dire ceux qu'ils pensent être une démocratie. En Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie, en Valaquie, etc. 1848, le peuple se soulève.
Quant aux idées politiques, 1848, c'est l'année de sortie du manifeste du Parti communiste. C'est encore les principes d'économie politique de John Stuart Mill. C'est aussi le centenaire d'un ouvrage qui a révolutionné la pensée politique occidentale, l'Esprit libre. 1848, c'est la sortie de l'ouvrage Le droit du travail de Louis Blanc, et c'est la lettre à la classe moyenne de George Sand, Régine Power, toujours. 1848, c'est l'ami du peuple de Raspail, c'est aussi l'événement du groupe. 1848, c'est d'ores et déjà ce moment où Charles Fourier a pu démontrer, notamment dans sa théorie des 4 pommes, qui ressemble à s'y méprendre à celle contemporaine des 99%, bien c'est la théorie des excès du libéralisme économique et du mercantilisme qui ont déjà été démontrés. 1848, c'est tout ça, c'est aussi ce qu'a montré il y a peu Tocqueville dans La démocratie en Amérique. 1848, c'est la fin d'un temps, et cette fin, ce temps nouveau, il se matérialise notamment avec la mort d'un homme emblématique de la période précédente, Chateaubriand. Démocratie et 1848, 1848 et démocratie, 2 idées. La première, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est à partir de 1848, à mon avis, que réellement nous allons être persuadés du fait que la démocratie n'est pas possible, c'est-à-dire de manière pleine et entière. Elle ne peut être que représentative, et si elle est représentative, elle n'est pas pleine et entière. Et puis, c'est aussi cette époque où la démocratie va abandonner un critère qui, à mes yeux, est un critère fondamental, qui est celui de l'égalité, pour faire primer devant l'égalité la question des libertés. 1848, c'est à mon avis un moment où va se fonder ce que Jean-Jacques Chevalier a notamment appelé le démolibéralisme, c'est-à-dire ce moment où il va y avoir une fusion entre la démocratie qui va s'effacer derrière ou plutôt les libéralismes. 1848 et démocratie, voyons donc quelques concrétisations pour commencer. Dès 1848, Stuart Mill nous dit qu'il y a une vraie et une fausse démocratie, avec la question de la représentation qui va faire que dans la fausse démocratie, ce n'est pas le peuple qui gouverne, mais c'est uniquement la majorité de celui-ci. 1848, la République est démocratique. Et lorsque le peuple se bat pour dire que la République est démocratique, il ne pense pas qu'il s'agit d'une utopie. On est mort il y a quelques mois avant cette proclamation au nom de la démocratie. La démocratie est alors républicaine et le nouveau régime ne peut être que démocratique par opposition à une concentration jugée monarchique des pouvoirs. Le modèle utilisé est encore une fois celui des États-Unis, dit démocratique d'Amérique, et pour la première fois en France, la Constitution dit explicitement au nom du peuple français, l'Assemblée nationale proclame, la France s'est constituée en République. Alinéa 2, la République française est démocratique, une et indivisible. L'un des pères de cet acte exceptionnel, on le sait, c'est Cormenin, lui qui, dès 1834, avait dénoncé quelques-uns des travers de la monarchie et qui avait osé justement prôner une forme de souveraineté dite populaire qu'une république viendrait, selon lui, consacrer. Cormenin explique en ces termes « Plusieurs m'en ont voulu d'avoir risqué que la France était une république démocratique. À quoi bon démocratique? Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire, messieurs, Régine Power, que le peuple ne relève que de lui-même et n'est sujet que de la loi. La démocratie n'est pas une fraction du peuple, mais tout le peuple universel. Je maintiens donc le mot comme la chose. La constitutionnalisation de la démocratie ne peut laisser indifférent le juriste et nous pousse à nous poser plusieurs questions. Première question, d'où vient le référent utilisé? Il faut garder en mémoire que 1848 n'est pas, surtout en novembre, un moment républicain, socialiste, radical, affirmé. Au contraire, s'y expriment majoritairement des courants catholiques et notamment conservateurs. Je vous rappelle que les premiers mots de la Constitution de 1848 sont « en présence de Dieu et au nom du peuple français ». Un certain doyen Émile Victor Masséna Foucard écrira à cet égard qu'il compte décrire le droit public chrétien,
Pourquoi? Parce que sa foi lui permet d'affirmer que la lumière de l'Évangile s'est levée sur le monde et a fait briller de tout l'éclat d'une révélation nouvelle les principes que les passions avaient obscurcis, ou plus loin, je cite, que c'est le christianisme qui a fait rentrer dans le droit public la liberté et l'égalité pour tous. Aux yeux du divin, tous les hommes ne sont-ils effectivement pas égaux? Barthélemy Saint-Hilaire, membre de l'Institut, écrira même que la vraie démocratie est celle que révèle Dieu. L'homme doit être vertueux, et s'il est vertueux, nous a appris Montesquieu, alors la démocratie pourra se faire. Or, comme l'homme n'est pas vertueux, la démocratie ne peut pas se faire. Il faut donc en appeler à des représentants qui sont les plus capables, c'est-à-dire les meilleurs, c'est-à-dire une aristocratie. Louis Blanc écrira même, ce qu'on a parfois oublié en 1849 dans son catéchisme socialiste, qu'est-ce que le socialisme? C'est l'Évangile en action. On peut aussi se demander si l'intégration dans le basalte constitutionnel du terme démocratie n'est pas un simple effet performatif. Ne décrète-t-on pas en vain une démocratie comme si cela était réellement possible, et ce alors que sa reconnaissance ne va évidemment pas dépendre que d'un critère unique, la présence du peuple, et encore lequel, mais de plusieurs. Non, la démocratie ne se décrète décidément pas de façon formelle, car elle dépend, on le sait, de trop nombreux facteurs matériels. Elle s'éprouve, et lorsque les gouvernants s'en réclament haut et fort dans une constitution, c'est plutôt mauvais signe. En 1848, Guizot dressait le même constat. Un fait me frappe et m'inquiète beaucoup, c'est l'ardeur que la République a mise à se nommer expressément et officiellement démocratie. Les États-Unis d'Amérique sont dans le monde, selon lui, le modèle de la République et de la démocratie. Ont-ils jamais songé à s'intituler République démocratique? Le parallèle est évidemment encore vrai si vous prenez les 22 États qui bordent la Méditerranée et que vous regardez les constitutions de ces 22 États, bien vous allez vous rendre compte que les deux seuls États qui emploient plus de 15 fois le mot démocratie sont les États a priori les plus démocratiques. Je cite la Tunisie 15 fois et le Maroc 21 fois. 1848, c'est une démocratie qui va vouloir mettre en avant, vous disais-je tout à l'heure, l'égalité. Première traduction de cette démocratie 48arde, c'est le droit au travail, c'est la reconnaissance d'une égalité des droits, des libertés, et notamment celle de communication avec la question de la presse. Cette démocratie, cette égalité, se concrétise aussi par la défense d'un suffrage qui est non seulement universel, mais encore direct, ce qui a été, on l'a dit tout à l'heure, notamment le combat de Corneille. C'est aussi l'abolition de l'esclavage. 1848 est alors marqué par une éducation et par une promotion de l'amour de la patrie, amour de la patrie qui vient remplacer la dévotion en faveur du roi, en faveur du chef. On retrouve cet amour de la patrie dans tous les arts en 1848, dans tous les États qui ont fait les révolutions, que ce soit dans certains leaders allemands, que ce soit évidemment dans la République de Daumier, dans un certain nombre de sculptures, et puis à l'opéra également. C'est aussi évidemment cet amour de la patrie, ce fameux discours que va prononcer Lamartine en faveur du drapeau tricolore, et ce au détriment de la fureur ouvrière le 25 février. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devriez le répudier pour tout, car le drapeau rouge que vous-même rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 1791 et 1793, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. La souveraineté a été royale, elle a été nationale, puis royale, puis on pourrait continuer, et 1848 a laissé entrevoir à certains citoyens l'hypothèse qu'il y aurait désormais une souveraineté populaire. D'ailleurs, le texte nous invite à aller en ce sens. Le problème, évidemment, c'est qu'il y a une impossible universalité. Un suffrage, en 1848 comme aujourd'hui, n'est jamais universel et le peuple n'est jamais totalement acteur. Alors, je ne reviens pas sur le fait qu'ici, l'universel, c'est uniquement les hommes, mais on pourrait y ajouter le fait qu'évidemment, ça ne concerne que les citoyens nationaux, que ça ne concerne que les majeurs, etc. Certaines études historiques montrent que l'universalité de l'époque, c'est 30 à 35% de ceux qui habitaient en France.
L'idée, en fait, elle est que le peuple, il est bien présent en 1848, mais il a simplement envahi la scène. Le peuple, il n'est pas totalement présent. Le peuple, c'est un incident, c'est un accident. En 1848, il y a bien quelques révolutions populaires, dont acte, mais si la nation a pu craindre qu'elle allait être envahie, en fait, cet incident, c'est un peu comme un incident de spectacle, comme le militant avec le bonnet péruvien qui vient à la représentation des Césars. C'est quelque chose qui vient troubler. Bon, voilà, on est troublé, et puis après, on passe à autre chose. Le peuple est là de temps en temps, mais c'est évidemment pas lui qui a pris le pouvoir, c'est pas lui qui vote tout le temps, c'est pas lui qui décide, etc. Alors évidemment, après, on peut se poser les questions de savoir comment faire pour que ça se passe mieux, c'est-à-dire comment faire pour opérer une représentation. Et on revient évidemment à Rousseau avec la question, est-ce que ce sont des représentants, est-ce que ce sont des délégués, est-ce qu'il y aura une chambre unique, est-ce qu'il y aura plusieurs chambres? On peut évidemment tenter la question du mandat impératif, à la différence du mandat représentatif, mais 1848 ne le tentera pas. 1848, c'est la revendication d'une démocratie, mais c'est aussi la revendication d'une démocratie locale. Dans toute l'Europe, ce n'est pas que la revendication d'une séparation horizontale des pouvoirs, c'est aussi une volonté de se rapprocher localement du citoyen. On le voit en particulier en Suisse, puisque la Constitution helvétique de 1848 est l'archétype de cette volonté d'une démocratie locale, et elle prend pour modèle, en plus petit et en plus chocolaté, cela va de soi, l'exemple des États-Unis d'Amérique. Elle confie ainsi, en 1848, un pouvoir plus fréquent au peuple par l'instauration de référendums et tente d'affaiblir l'État central en organisant une démocratie locale. Je vous l'accorde, on n'en est pas non plus au mutualisme, mais c'est un débat. 1848, de fait, c'est à mon avis la mise en place d'une échelle des démocraties. C'est-à-dire ce moment où on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une démocratie, mais qu'il y en a plusieurs, et puis qu'il y a des niveaux. Et qu'il y a un niveau qu'on n'atteindra jamais, qu'il y a un niveau irréaliste. Il y a un niveau qu'on peut s'efforcer d'atteindre, mais qu'on n'atteindra jamais. Pourquoi? Parce que la démocratie est représentative, et dès qu'elle est représentative, eh bien, elle ne peut pas être totale. Bien sûr, il y a la tenue d'un suffrage direct, qui, en ce sens, est en effet plus démocratique, mais cela ne suffit pas. J'en veux pour preuve le fait que, dans les discours de 1848, ceux qui sont relatifs, par exemple, à la fermeture des ateliers nationaux, eh bien, évidemment, les représentants font remarquer que, oui, il est possible que les députés traitent la question, c'est démocratique. Mais ça pourrait être encore plus démocratique si on passait par un référendum. Et on voit bien déjà cette échelle de démocratie apparaître. Vous voyez à tous les débats importants, on le voit en 1905, on l'a vu avec le mariage pour tous, c'est démocratique lorsque les représentants votent quelque chose, mais c'est quand même beaucoup plus démocratique quand le peuple le fait, avec ce petit sous-entendu que quand les représentants le font, finalement, c'est peut-être pas si démocratique. Et les deux choses l'une, soit c'est démocratique, soit ça n'est pas. Le peuple est conscient en 1848 de ce qu'il n'exercera jamais le pouvoir. La question qu'on peut alors se poser, c'est de savoir si cette démocratie nécessairement représentative, eh bien, on ne peut pas lui trouver quelques tempéraments. Alors, on a évidemment en tête la mise en garde rousseauiste, selon laquelle le gouvernement est une usurpation des droits habituels du peuple. Et alors, pour éviter ça, on se souvient, on l'a cité à plusieurs reprises, des mots du conventionnel sartois, Joseph-Emmanuel Sieyès, qui dès 1799, justement, nous avait dit que, évidemment, on n'était pas en France dans un État démocratique et qu'on était dans un État représentatif. Pour trouver quelques éléments pour pallier cette représentation, certains auteurs vont essayer d'atténuer la représentation par exemple, un mandat court. Louis Blanc nous dit pour que la représentation soit maximale, il faut que le mandat dure 1 an. Autre possibilité, on va prendre un mode de scrutin proportionnel. Et donc la proportionnelle va permettre, en étant basée notamment sur le système de Hart, de permettre un renouvellement fréquent et l'optimisation de la représentativité. Et l'optimisation, par définition, implique toujours qu'il y a une représentation. 1848, c'est aussi, en tout cas à mes yeux, mais pas uniquement aux miens, un rapprochement entre là où l'est démocratie et là où l'est libéralisme.
La démocratie, j'ai quasiment commencé par ça tout à l'heure, c'est, je crois, la promotion d'une valeur première, cardinale, fondamentale, l'égalité, et son corollaire, la fraternité. Le moteur originel de la démocratie doit être, je crois, l'égalité. On pense à Rousseau, on pense à Robespierre, on pense aux enragés, on pense à la conspiration des égaux, on pense à ce slogan, l'égalité réelle ou la mort, des babouvistes, et on va se rendre compte qu'à partir de 1848, eh bien, l'égalité va s'effacer. Et à partir du moment où l'égalité s'efface devant d'autres valeurs, eh bien, la démocratie, à mon avis, ne peut pas s'affirmer totalement. L'égalité s'efface officiellement derrière la liberté, derrière les libertés. Le point 4 du préambule de la Constitution reconnaît ainsi que la France a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Autrement dit, le collectif ne va pas l'emporter sur l'individualisme. Ce sont les revendications des droits individuels et fondamentaux, alors j'entends bien qu'il y a aussi des droits sociaux, des libertés, notamment individuelles et économiques, qui vont se mettre à primer. Alors c'est justement ça l'objet du concept de démolibéralisme. On le retrouve également chez Bobbio, le terme de démocratie libérale en particulier. Saint-Hilaire, en 1848, essaie de nous expliquer ce que c'est que la vraie démocratie. Et il va développer les notions de liberté et d'égalité. Et lorsqu'il parle de liberté, il va avoir un chapitre qui fait 3 fois plus de pages que celui qui est relatif à l'égalité. L'égalité, nous dit-il, n'est qu'une conséquence de la liberté, et la seule égalité que l'État doit garantir, c'est l'égalité de la liberté. Guizot ira encore plus loin lorsqu'il évoque la démocratie comme une méconnaissance de l'homme, de sa nature, de ses hiérarchies naturelles et de Dieu. L'égalité n'est qu'une fiction. Autre tempérament, outre ce rapprochement de la démocratie vers le libéralisme, autre tempérament, c'est le fait que de plus en plus, démocratie va être utilisée non pas comme un substantif, mais comme un adjectif. Il y a quelque chose qui est démocratique, en l'occurrence, pourquoi pas une république. Le substantif de démocratie va perdre de sa force, et on a rappelé déjà à plusieurs reprises d'ailleurs que jusqu'à la Troisième République, la démocratie n'était pas la valeur la plus défendue par tout le monde. Alors évidemment, un certain nombre de personnes y étaient opposées, on les retrouve naturellement, je pense aux orléanistes en particulier, mais pas uniquement. Et à propos d'orléanisme, Guizot écrira en ce sens que l'idolâtrie démocratique est le plus grand mal qui a détruit la France. Alors, s'il y a un point positif commun à la démocratie et au libéralisme, c'est le point sur lequel je vais terminer, c'est, je crois, la reconnaissance qu'il y a en 1848 de l'importance d'un point fondamental, c'est celle de l'éducation massive du peuple en tant que force, justement, de l'égalité et de la démocratie. Si tous les hommes sont instruits, eh bien tous les hommes seront réellement égaux. On repense ici évidemment aux paroles hugoliennes selon laquelle le savoir est le premier des pouvoirs. Et les tenants de la démocratie vont véritablement faire de l'éducation populaire un des critères d'une démocratie en marche. Ceci va valoir essentiellement sous la Troisième République, de l'instruction primaire obligatoire et laïcisée jusqu'à l'enseignement supérieur. Et l'un de ceux qui a présenté notre université, Léon Bourgeois, avait fait sienne cette citation par laquelle je terminerai. L'éducation est comme l'art, l'éducation comme l'art doivent être faits par et pour le peuple. Je vous remercie. La parole est maintenant à Renaud Baumer. Merci à vous. J'ai peur d'être aussi éloquent ni aussi bref. Alors, mon papier portera sur un courant allemand, un courant doctrinal allemand, le courant des sciences de l'esprit. C'est un courant qui apparaît dans l'entre-deux-guerres. En Allemagne, la défaite de 1918 entraîne une véritable crise doctrinale qui se traduit notamment par l'apparition d'un important courant antipositiviste.
le positivisme était tenu pour partiellement responsable de l'écroulement de l'Empire, car il était réputé, avec la bande, être la doctrine officielle de l'Empire. Les principaux animateurs de ce courant antipositiviste, je les cite pour mémoire, sont des juristes qui étaient à l'époque influents et très écoutés: Rudolf Smend, dont nous allons parler, Erich Kaufmann, Günther Holstein et, dans une moindre mesure, Heinrich Triebel. Bien que la doctrine de ces juristes diffère, les doctrines de ces juristes diffèrent assez largement, l'historiographie allemande les rassemble sous une étiquette commune. Généralement, on les appelle le courant des sciences de l'esprit, Geisteswissenschaftliche Richtung en allemand, y compris, vous voyez, ou parfois on les appelle aussi les néo-idéalistes. Alors, courant des sciences de l'esprit, pourquoi? Bien parce que ces auteurs ont voulu rompre avec la doctrine de l'Isolierung, chère à la Bande, et utiliser les enseignements des sciences de l'esprit pour connaître le droit. Ces sciences de l'esprit sont en fait essentiellement l'histoire, la sociologie et la science politique, entendue dans un sens spiritualiste, où l'enquête de terrain n'était pas exactement réelle. Pourquoi néo-idéaliste? Parce qu'ils ont entendu remplacer la philosophie néo-kantienne, qui était le fondement des doctrines de Jelinek, de Weber, de Kelsen, selon des modalités différentes, mais ils ont entendu remplacer cette philosophie-là par des philosophies idéalistes. Politiquement, la plupart de ces auteurs étaient des auteurs conservateurs, ils étaient proches de la TVP ou de la BNVP, donc des partis très conservateurs, voire réactionnaires. C'était le cas de Smend, de Kaufmann, de Triebel et de Holstein, que j'ai cité. Et c'est souvent avec une pointe de nostalgie qu'ils évoquaient l'Empire, et avec beaucoup plus de résignation que d'enthousiasme qu'ils accueillirent la République démocratique. Leur pensée était souvent empreinte, qui plus est, de motifs religieux qui déteignaient assez largement sur leur conception du droit. Et pour ouvrir une petite parenthèse, Michel Tropiat disait ce matin qu'il y a une époque où on a pu jouer le libéralisme contre la démocratie, et que cette époque a supposé deux conditions: l'apparition d'un contrôle de constitutionnalité des lois et un certain doute jeté sur la production démocratique de la volonté étatique. Ces auteurs, donc, que j'ai cités, ont beaucoup joué cette carte. Ce sont les auteurs qui ont promu le contrôle de constitutionnalité, largement afin d'encadrer la démocratie. Quelles que soient les proximités entre ces auteurs, ils ne formaient pas une école homogène. S'ils étaient d'accord pour tourner le dos au positivisme, ils divergeaient sur les directions doctrinales à prendre ensuite. Certains prenaient un retour au droit naturel, d'autres cherchaient à développer une doctrine d'inspiration phénoménologique, d'autres, enfin, empruntaient les voies de l'institutionnalisme. C'est pourquoi il est difficile de synthétiser leurs idées, lesquelles étaient d'ailleurs souvent exprimées d'une manière assez obscure. Dans les minutes qui suivent, j'aimerais m'attacher à l'un de ces auteurs en essayant de montrer comment il a traité la question alors cruciale de la démocratie. Il s'agit à n'en pas douter de l'auteur le plus influent du courant, Rudolf Smend. Rudolf Smend, en développant sa théorie de l'intégration, a cherché à fournir au courant des sciences de l'esprit un programme commun, quitte à présenter ce programme comme une ébauche simplement que d'autres pourraient compléter. C'est l'ambition d'un petit ouvrage qui s'appelle Verfassung und Verfassungsrecht, Constitution et droit constitutionnel, petit ouvrage de 1928 dans lequel Smend présente la théorie de l'intégration. Il faut savoir qu'en Allemagne, cet ouvrage est encore considéré comme un classique, au même titre que la théorie de la Constitution de Schmitt ou que la théorie pure du droit de Kessel. C'est un statut, ce statut de classique, qui résulte essentiellement de l'influence qu'ont eu les idées de Smend sur la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, ainsi que sur un certain nombre de juristes importants. Smend demeure pourtant complètement inconnu, presque inconnu en France. Il y a pour ça une raison excellente, enfin au moins une, c'est que l'ouvrage dont je vais vous parler, Verfassungsrecht, et il faut le dire, rédigé dans une norme absolument épouvantable, confit de tournures déroutantes, de néologismes obscurs, et il est vraisemblable qu'il y ait là aussi une volonté sans doute un petit peu délibérée
Bref, Smend est un auteur difficile à comprendre, et d'autant plus difficile à comprendre qu'il raffole des illusions et des ellipses, de sorte que sa théorie de la démocratie a peut-être un petit peu souffert de cette tendance, comme je vais tenter de le montrer. Alors, je commencerai par rappeler ces présupposés méthodologiques, puis je présenterai la théorie de l'intégration elle-même, enfin, je montrerai quels sont les effets de cette théorie sur la théorie de la démocratie et sur la théorie constitutionnelle, si j'en ai le temps. Commençons donc par la méthodologie. La méthodologie est donc celle des sciences de l'esprit. L'essai débute sur une virulente critique du positivisme juridique et de son soubassement théorique, les philosophies néo-kantiennes. Alors, selon Smend, le néo-kantisme et le positivisme juridique auraient plongé la théorie de l'État dans une crise sans précédent. Les grands responsables de ce marasme intellectuel qui sont pointés, c'est Georg Jelinek et Hans Kelsen. Si l'on en croit Smend, le néo-kantisme qui hérite la tradition positiviste germanique, au moins depuis Jelinek, est fondamentalement une philosophie du doute et de l'impuissance. Parce qu'elle n'encourage que le scepticisme éthique, écrit-il, et l'agnosticisme théorique, la pensée positiviste serait incapable d'affronter les véritables enjeux que recèle la théorie de l'État. Pire encore, la crise qui frappe la théorie de l'État aurait même des conséquences pour l'État lui-même, puisque le scepticisme n'aboutirait donc qu'à l'incertitude, laquelle nourrirait l'impuissance politique. Donc, évidemment, il est impossible pour Smend de sortir de cette impasse sans changer de base philosophique, et c'est pourquoi il propose un changement de cet ordre, en s'appuyant principalement sur la philosophie de Theodor Lyd, et notamment sur son ouvrage Individu et communauté, publié en 1924. Smend considère donc que l'intellection de l'État passe par les enseignements des sciences de l'esprit, seul à même de nous faire comprendre la société. En revanche, la nature exacte de ces sciences, les méthodes qu'elles sont censées mettre en œuvre, ne sont pas clairement exposées. Il est certain que ces sciences doivent dégager un savoir de nature phénoménologique, un savoir proche de l'expérience vécue et distinct des abstractions et généralités qui seraient chères au positivisme. En particulier, ces sciences de l'esprit doivent nous prémunir d'au moins 3 écueils dans lesquels la science dominante est manifestement embourbée. Premièrement, cette approche doit permettre d'appréhender la réalité spirituelle de la vie humaine, phénomène qui échappe manifestement aux disciplines traditionnelles. Alors, comme le dit Smend, je vous ai traduit quelques passages un peu savoureux pour que vous ayez aussi l'occasion d'écouter cette belle langue. La structure phénoménologique du moi des sciences de l'esprit n'est pas celle d'un élément objectivable de la vie spirituelle qui entretiendrait de simples rapports de causalité avec cette vie. Oui. Ah, tout l'ouvrage est comme ça, hein. C'est un tel égal pour les amateurs. Au contraire, cette structure phénoménologique du moi est toujours conçue en tant que l'individu vit, je cite, sur le plan de l'esprit, s'exprime, comprend et prend part au monde spirituel, c'est-à-dire plus généralement en tant que membre d'une communauté reliée aux autres de manière intentionnelle. Le second bénéfice donc de cette approche est intrinsèquement lié au premier. Il consiste en une meilleure compréhension de la vie sociale. Le lien peut paraître curieux, mais il est en fait assez simple. En effet, la thèse de Smend, manifestement empruntée donc à Theodor Lyd, c'est que la vie spirituelle de l'individu se tisse dans et par la communauté à laquelle il appartient. De sorte que la vie spirituelle, dit-il, est elle-même sociale de par sa structure. Inversement, une communauté se comprend comme la forme unifiée des expériences de sens qu'éprouvent les individus. Ainsi, le tournant des sciences de l'esprit doit permettre de mieux comprendre la dialectique, et c'est ça son point, son centre, la dialectique qui se joue entre les individus, la communauté à laquelle ils appartiennent, et le complexe de signification objective qui baigne les uns et les autres. Enfin, et c'est le troisième apport de cette méthode, elle doit mettre l'accent sur le caractère dynamique et changeant des phénomènes observés. L'une des grandes supériorités des sciences de l'esprit
serait leur capacité à rendre compte de la dynamique des transformations sociales de la vie des communautés comprise comme un flux continu, alors que le positivisme serait fixiste et aurait du mal à saisir ces éléments changeants. C'est sur ces fondements méthodologiques donc que Smith entend développer sa célèbre théorie de l'intégration. Soulignons d'emblée que la théorie de l'intégration en elle-même ne s'applique pas seulement à l'État, mais prétend valoir pour toutes les communautés humaines, dont l'État. Profondément, il s'agit d'une théorie dynamique qui se fonde sur l'idée du renouvellement continuel des communautés humaines. Comme le note Smith dans sa langue savoureuse, une citation un peu longue mais elle est constructive, les constructions collectives spirituelles ne sont pas, en tant que partie de la réalité, des substances statiques existantes, mais plutôt l'unité de sens de la vie spirituelle, des actes spirituels. Leur réalité est celle d'une actualisation fonctionnelle, d'une reproduction, ou pour mieux dire, d'un dépassement spirituel durable et d'une formation. Ce n'est que dans ce processus, ou en vertu de ce processus, qu'elles sont ou seront à chaque instant réactualisées à nouveau. Et ça vaut notamment donc pour la communauté étatique. L'État ne peut pas être conçu comme un ensemble d'agissements personnels, de lois et de jugements. Toutes ces manifestations, en fait, ne font qu'attester l'existence d'un cadre spirituel global, c'est ça l'idée, cadre qu'elle s'emploie d'ailleurs à renouveler et à perfectionner. Ce réajustement dialectique, continuel et polymorphe, est précisément ce que Smith désigne comme le processus d'intégration. Selon la définition plus claire qu'il donne de ce processus, comprenons, je cite à nouveau, l'État vit et n'est là que dans ce processus de renouvellement permanent, dans ce continuel devenir d'un vécu renouvelé. Il vit, pour employer ici la célèbre formule par laquelle Renan caractérise la nation, il vit, écrit Smith, grâce à un plébiscite qui se répète chaque jour. C'est pour désigner ce processus essentiel de la vie étatique, ou si l'on veut, cette substance essentielle, que j'ai, dans d'autres écrits, proposé le qualificatif d'intégration. En somme, si on se résume, l'État conçu comme une entité spirituelle et sociale ne vit et ne subsiste que par l'intégration. Comprendre ce phénomène, au contour un peu nébuleux, il faut le dire, suppose, si on suit Smith, de savoir comment s'opère l'adhésion des individus à la vie de l'État et comment celle-ci, en retour, façonne à son tour et informe leur expérience de vie. Smith présente d'ailleurs sa propre contribution à l'intellection de cette question et dégage trois formes d'intégration, trois facteurs d'intégration qui permettent de comprendre la réalisation de ce processus. Intégration personnelle, intégration fonctionnelle et intégration substantielle. Je vais les examiner tour à tour. L'intégration personnelle, c'est celle qui repose, pour Smith, sur l'existence de chefs et de meneurs, de dirigeants. Elle consiste en un processus permanent qui consiste tour à tour à diriger et à être dirigé. À cet égard, Smith relève surtout que le rôle d'un chef n'est pas seulement d'exercer le pouvoir, de distribuer des avantages ou des prébendes, ou bien de satisfaire des objectifs déterminés. À cette fonction, l'exercice du pouvoir, s'en ajouterait une seconde, systématiquement passée sous silence, celle de prouver continuellement sa valeur à ceux qui sont dirigés. C'est le sens de la responsabilité politique en régime parlementaire, c'est aussi la fonction impérative du monarque dans une monarchie. Le dirigeant est toujours aussi un symbole concret de l'unité qu'il dirige. De même que les blasons, les hymnes et les armes officielles auxquelles Smith prête tant d'attention. La seconde forme d'intégration n'est pas nécessairement la plus simple à comprendre. Smith l'appelle intégration fonctionnelle. Il en donne une définition qui est pour le moins large. L'intégration fonctionnelle concerne les processus dont la signification est celle d'une synthèse sociale qui cherche à faire partager un contenu spirituel déterminé, c'est ça l'idée,
on va conforter l'expérience de ce partage avec le double effet d'exalter la vie, aussi bien la vie de la communauté que celle des individus qui y prennent part. Cette catégorie, comme vous le voyez, est quand même assez vaste, et elle recouvre chez Smend une catégorie de phénomènes, une palette de phénomènes très variés. Pour vous donner quelques exemples, la forme la plus élémentaire d'intégration fonctionnelle, c'est celle qui résulte de l'exercice physique commun. Tout ce qui est fait comme un seul homme, marcher au pas, faire de la gymnastique, travailler à la chaîne, et autres techniques visant à insuffler un esprit de corps, ça c'est une forme d'intégration fonctionnelle. Mais l'intégration fonctionnelle, en voilà une autre forme, passe aussi par des canaux plus subtils et moins attendus. Par exemple, les procédures administratives et juridictionnelles, ou encore les luttes électorales et parlementaires, qui, selon Smend, participent également à l'intégration fonctionnelle. Enfin, Smend relève que la pratique de la domination politique elle-même est un facteur d'intégration fonctionnelle, puisqu'elle crée, ipso facto, une communauté d'expériences vécues. La troisième forme d'intégration qui est dégagée par Smend, c'est l'intégration concrète, substantielle, sachlich, je ne sais pas comment il faut traduire, laquelle repose essentiellement sur les valeurs qu'une communauté a en partage. Ces valeurs informent la communauté et confèrent un sens à sa vie concrète. Réciproquement, ces valeurs n'existent que parce que cette communauté les fait vivre et les actualise en permanence. Voilà globalement l'idée. Smend relève ainsi que les objectifs et les devoirs d'un État résultent d'un processus de sélection qui assure une certaine affinité avec son époque et avec la communauté humaine qui compose cet État. Ainsi, est-on à même de faire l'expérience de l'État, écrit-il, ce qui signifie partager ses valeurs, vivre pleinement ses valeurs, être étatiquement intégré, écrit-il. On retrouve ici évidemment une théorie qui est une théorie de la communion, qui n'est sans doute pas sans rapport avec la forte religiosité de l'auteur, parce que je me rappelle que Rudolf Smend appartient à toute une génération de Rudolf Smend. En fait, son grand-père s'appelait comme ça, son père aussi et son fils aussi. C'est un épouse Rudolf en famille. Et ils étaient tous professeurs de théologie, sauf lui qui était professeur de droit, mais vous voyez qu'il y a une contrainte religieuse, il est sans doute resté quelque chose du Rudolf original dans cette descendance joyeuse. Donc, on a ici une théorie de la communion, en somme, qui n'est pas sans lien, disais-je, avec la religiosité de Quoi qu'il en soit, les valeurs de l'État, écrit Smend, doivent être représentées de manière concrète pour être accessibles aux citoyens et surtout à ceux qu'ils considèrent comme les moins dotés des citoyens. Et c'est pourquoi on a des symboles politiques, des drapeaux, des blasons, des têtes couronnées aussi, car il y a quelque chose sous la couronne, dans lequel l'homme du commun peut projeter les valeurs de la communauté. Surtout, les valeurs de l'État sont la justification de la puissance qu'il exerce et de son ordre juridique. Alors, cette liste, en trois parties, des facteurs d'intégration, n'est pas conçue par Smend comme une liste exhaustive, et il laisse donc à d'éventuels successeurs le soin de compléter, de dégager de nouveaux facteurs d'intégration qui lui auraient éventuellement échappé. En revanche, Smend explique que tout processus d'intégration suppose au minimum une combinaison de ces trois facteurs, et peut-être d'autres qui ne sont pas encore dégagés, mais que les sciences de l'esprit vont sans doute dans une approche dégager. Dans un même état, et c'est ça qui est vraiment fondamental dans cette théorie, les proportions entre ces trois facteurs peuvent varier, et ils peuvent varier dans le temps également. Prenons quelques exemples. La fin de la société médiévale est comprise par Smend comme le recul de l'intégration concrète, c'est-à-dire l'atomisation progressive d'une communauté de valeurs jusque-là à discuter, communauté religieuse,
C'est donc essentiellement par des procédures formelles, donc par une intégration fonctionnelle, que l'individu moderne peut espérer s'intégrer. Pour prendre un autre aspect, certaines écoles de pensée favoriseraient telle forme d'intégration par rapport à telle autre. Smaine donne l'exemple du socialisme. Le socialisme, dont l'idéal culminerait dans une intégration purement concrète, ce qui apparaît à Smaine comme une illusion dépourvue de toute possibilité réelle. Voilà dans les grandes lignes la théorie de l'intégration de Smaine, et c'est sur ce fondement qu'il bâtit sa théorie des formes de gouvernement et qui dégage l'essence de la Constitution et de la démocratie. Alors, abordons ce dernier point. Si Smaine souligne l'importance des formes de gouvernement, il ne lui consacre, il faut le reconnaître, pas plus de 5 pages. Fortement influencé sur ce point par la doctrine de Carl Schmitt, il soutient qu'il existe une contradiction interne radicale, c'est ces mots, entre le parlementarisme et la démocratie. S'ensuit un sévère procès du libéralisme. Je cite: la théorie de l'État libéral n'est pas une théorie de l'État parce qu'elle s'égare sur les fausses routes de l'éthique et de la technique. La forme de gouvernement libéral, c'est-à-dire le parlementarisme, n'est pas une forme de gouvernement parce qu'aucun État ne peut être fondé sur la seule intégration fonctionnelle, pas plus qu'il n'est possible de le faire sur la seule intégration concrète, comme le prétend la théorie constitutionnelle socialiste, correctement comprise. Voilà, la question est réglée. La question du parlementarisme et du libéralisme étant ainsi réglée, Smaine peut s'attaquer à celle des véritables formes de gouvernement, la monarchie et la démocratie. À cet égard, l'idée fondamentale de Smaine est assez simple, c'est qu'une forme de gouvernement déterminé est une combinaison donnée entre les 3 facteurs d'intégration que j'ai précédemment listés. La cristallisation d'une forme de gouvernement donnée dans un pays déterminé peut s'opérer selon plusieurs modalités, l'idéal semblant être une formation lente et continue, comme en Grande-Bretagne par exemple, ce qui laisse implicitement penser évidemment au lecteur allemand que la République de Weimar est une côte mal taillée, une robe écrite Smaine qui ne va pas à celui ou celle qui la porte. Je suppose que Germania n'aime pas ça. Du reste, Smaine évoque principalement 2 formes de gouvernement. La première, c'est la monarchie, laquelle intègre au moyen d'un monde de valeurs, dit-il, qui demeure largement indiscuté. En cela, elle se distingue clairement du parlementarisme, qui évidemment porte à la discussion. En ce qui concerne la démocratie, Smaine souligne surtout une évolution. Le concept originaire supposait un lien nécessaire entre le contenu axiologique concret, une substance, et le principe majoritaire. Le lien conceptuel établi, selon Smaine, au XVIIIe siècle entre la volonté générale et la loi en serait la meilleure preuve. Mais l'histoire de la démocratie, telle que la conçoit Smaine, c'est manifestement celle d'un divorce progressif, divorce qui s'opère entre la substance concrète et la procédure majoritaire. Cela expliquerait, ce divorce, désormais quasiment consommé, ça expliquerait les tendances actuelles des démocraties, en particulier françaises et américaines, à l'auto-exaltation, à la glorification de soi, ainsi qu'à la recherche de l'homogénéité nationale. Alors, il n'est pas évident de savoir ce que Smaine en pense, mais c'est manifestement une forme d'intégration qui fonctionne à ses yeux. Toutefois, il clôt cette réflexion sur une réflexion pessimiste aux accents que schmittien, indiquant que le parlementarisme libéral est susceptible d'affecter la fonction intégrative de la démocratie en faisant une désétatisation manifestement regrettable. Il s'agit évidemment d'une critique assez explicite de la Constitution weimarienne, supposée faillir à sa fonction intégrative. Alors, cette construction appelle quelques remarques critiques. D'abord, elle laisse, il faut le dire, quelque peu le lecteur sur sa faim,
sans prendre la peine de sans prendre la peine de nous montrer ce qui me semble relever de l'évidence, Smail affirme une démocratie une contradiction entre la démocratie et le parlementarisme libéral, mais on ne sait pas vraiment comment il le justifie. Admettons, et même en admettant cette idée, que faire ensuite? Faut-il chercher une solution dans une forme non libérale de démocratie? Qu'est-ce que ça signifierait, etc. Curieusement, sur ces points, on n'a malheureusement pas de réponse. La théorie reste muette sur ces questions. Ensuite, on peut être que frappé par le caractère quelque peu nébuleux et inabouti de la théorie. Smail distingue deux formes de gouvernement, on l'a vu, mais il ne prend pas la peine de donner le critère de distinction entre les deux formes, de sorte que même du point de vue de la reconnaissance, ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est, à son sens, une monarchie, qu'est-ce qui est une démocratie. Parallèlement, si une forme de gouvernement correspond à un certain agencement des facteurs d'intégration, il aurait été intéressant d'indiquer quelle forme de gouvernement correspond à quel agencement précis des facteurs d'intégration. Mais Smail, encore une fois, s'en dispense assez largement. Le résultat de tout ça est que la question des formes de gouvernement, qui est censée parachever et couronner la théorie constitutionnelle, comme Smail décrit, cette question est presque vidée de son contenu. D'une certaine manière, la théorie de l'intégration écrase la question du régime. En gros, tant qu'il y a intégration, dans cette perspective qui est celle de Smail, peu importe de savoir comment et à quelle fin cette intégration est produite. Cette doctrine semble en quelque sorte étonnamment indifférente à la question de la démocratie et elle ignore d'ailleurs nombre de questions évidentes de toute doctrine démocratique, celle de la représentation, la formation de la volonté collective, la place des corps intermédiaires, etc. Tout ça ne trouve finalement que peu de place dans la réflexion de Smail. J'avais prévu un dernier point, mais je crois qu'on va devoir. Un dernier point? D'accord. Alors c'est gentil à vous, merci. Alors, ce sentiment ne fait que se renforcer lorsqu'on examine les incidences constitutionnelles de la théorie de Smail. À cet égard, et c'est intéressant, hein, puisque ici, Smail a des conclusions assez originales. Il écrit, c'est assez rare pour un professeur de droit public, selon lui, il écrit ça, la Constitution est l'ordre juridique de l'État, ou plus exactement de la vie dans laquelle se situe la réalité vécue, la fameuse Lebenswirklichkeit de l'État, c'est-à-dire son processus d'intégration. Cette formule peut sembler un petit peu nébuleuse, mais en fait, elle recèle une thèse importante. La voici. Selon Smail, la vie de l'État est donc un processus d'intégration plus ou moins réussi, mais toujours continuel, ce qui suppose une évolution et un renouvellement permanent. Ça, on est d'accord. La Constitution doit contribuer à ce processus en l'encadrant juridiquement, on a l'idée, mais si elle le fait, effectivement, elle n'y parvient jamais que de manière partielle. Smail note ainsi que la Constitution est la normation légale de certaines facettes de ce processus d'intégration, où il note encore que les constitutions ne peuvent saisir leur objet que de manière schématique et seulement sur des points isolés. Autrement dit, la vie de l'État, le processus d'intégration, déborde nécessairement la Constitution, y compris dans les domaines que la Constitution a pour mission de réguler. Il en découle chez Smail une forme de relativisation de la Constitution et de son contenu. En effet, les changements constitutionnels informels, pointés par Linné, ne doivent pas être considérés comme des pathologies dans l'évolution d'un régime. Une modification du système politique qui laisse inchangé le texte constitutionnel, ou qui en méconnaît la forme, signale simplement que la vie de l'État se développe. La question de savoir si ce changement est conforme ou non à la lettre du document constitutionnel est, selon Smail, très secondaire. La vraie question, c'est plutôt de savoir si le changement en question va dans le sens de l'intégration, s'il correspond aux valeurs spirituelles que renferme la Constitution, à son esprit, plutôt qu'à sa lettre. Smail va même plus loin en expliquant que la satisfaction du processus d'intégration peut non seulement permettre, mais même exiger qu'on viole la lettre de la Constitution. Ainsi, toute constitution écrite présupposerait, de manière tacite mais certaine, nécessaire, une certaine élasticité.
Et le constituant lucide serait censé savoir que non seulement son œuvre ne serait pas immuable, mais que la procédure employée pour le modifier ne serait pas nécessairement employée. Alors, formulée en 1928, cette thèse n'allait pas tarder à jouer le tour à son auteur, puisqu'on sait qu'avec la pratique des gouvernements minoritaires, puis celle des gouvernements présidentiels, la constitution de Weimar allait faire preuve d'une élasticité ou d'un résultat un petit peu funeste. Autrement dit, malgré la persistance du texte constitutionnel, la pratique parlementaire va s'effacer, les gouvernements s'appuyant peu à peu de plus en plus sur le président du Reich pour légiférer par ordonnance. Certains auteurs n'ont pas hésité à s'emparer de la théorie de Sment pour légitimer cette évolution, cette disparition du mécanisme parlementaire. Et ça a évidemment pu desservir Sment et sa théorie de l'intégration. Alors, pour ma part, et je m'arrêterai là-dessus, pour ma part, je ne crois pas du tout que Sment ait voulu encourager cette évolution constitutionnelle. Du moins, je n'ai rien trouvé dans ses écrits qui le laisseraient penser, alors que, à contrario, la lecture de Carl Schmitt donne un tout autre sentiment. Bref, je crois que le propos de Sment était essentiellement théorique et qu'il ne poursuivait pas d'objectifs stratégiques immédiats. Cela dit, il y a dans sa doctrine une certaine indifférence à la lettre du droit et au respect de la procédure qui ne lasse pas d'interroger quand elle émane d'un professeur de droit public. Je vous remercie. Merci. Pardonnez-moi de un peu brutal. Nous avons environ 30 minutes pour une discussion. Oui, alors je vais essayer de la défense de Rudolf Schmerz. La tâche est difficile, très réquisitoire, du procureur Baumer, sur les tâches faibles. Il me semble que je ne conteste pas l'interprétation critique de Schmerz. Lu aujourd'hui, comme vous présentez, effectivement, il donne l'apparence d'un bon vieux réac, professeur de droit en Allemagne. Il me semble quand même qu'il faut relativiser. Moi déjà, signaler aux auteurs, aux auditeurs ici, que Schmerz était un grand juriste qui a écrit des choses extrêmement intéressantes, des grands articles. Il était également un grand consultant, c'est lui qui faisait une consultation pour une église protestante, et donc évidemment la filiation avec certains nombres d'étudiants. Donc c'est un protestant engagé. Moi, je le considérais un peu une sorte de Oriou local à part pour des catholiques, lui, des protestants, donc c'est tout à fait normal que des juristes de ce type soient engagés dans une vision non positiviste. Ça ne me paraît pas du tout choquant. On pourrait faire, j'imagine qu'il y a un juriste allemand de génération qui examinerait Maurice Oriou, ce qui a été Oriou entre 1910 et 1920, qui dirait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait facilement se moquer du côté nébuleux. Tous ceux qui ont lu Oriou ont découvert que c'était nébuleux. Moi, je dirais de Schmerz un peu la même chose qu'Oriou, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est nébuleux, quelquefois on ne comprend rien, d'accord, et quelquefois il y a des pépites, il y a des fulgurances. Voilà. Alors, on ne peut pas être sensible aux fulgurances, à la dimension, disons, novatrice. Moi, c'est ce que l'impression que j'ai lu Schmerz il y a longtemps, donc il y a prescription, mais c'est quand même l'impression qui m'est resté très net dans l'esprit, et puis aussi certains articles. Et ça permet aussi de relativiser les critiques. Un des plus grands articles décrits par Schmerz, c'est dans son recueil d'articles, sur le droit non écrit sous la monarchie wilhelmienne. C'est un article tout à fait remarquable. Il montre comment la fédération a changé de sens sous le Deuxième Reich sans aucune modification du texte écrit. Et là, encore une fois, c'est l'éloge du droit non écrit. On a ça aussi chez certains auteurs français qui sont des grands juristes. René Capitan a écrit des écrits fondamentaux, à mon avis, en partant d'une conception, effectivement, selon laquelle la constitution écrite n'était pas l'alpha et l'oméga du droit constitutionnel. Donc je crois que pour essayer de relativiser les critiques, il faut bien comprendre que Schmerz c'est ça. Évidemment, et c'est évidemment le cousin de Schmitt, puisqu'ils écrivent en même temps, vous savez l'histoire, ils écrivent en même temps. Quand Schmitt apprend que Schmerz est en train de publier son livre, il se précipite et il écrit en 3 mois ou 4 mois sa théorie de la Constitution pour paraître en même temps que Schmerz. Et donc ils étaient en rivalité et ils avaient des thèmes assez proches, mais ce n'est pas tout à fait identique. Je rappelle que Schmerz, sous
nazisme s'est retiré, pratiquement écrit, et la correspondance qui est publiée entre Schmitt et Schmein montre à quel point Schmein était très réticent à l'égard de Schmitt et rejette toujours les assauts de partisanerie de Carl Schmitt à son égard. Et j'ajouterais enfin que Schmein, il faut bien comprendre aussi l'influence de Schmein, même encore aujourd'hui. Il a eu des disciples, on dit très souvent que le monde également contemporain est marqué par les deux figures de Schmitt, paradoxalement, et de Schmein. Schmein a eu des disciples très importants qui ont été juges à la cour de Karlsruhe, et je crois que les travaux en Allemagne sur l'influence de Schmein dans la constitution allemande, la dimension juste naturaliste, évidemment, les premières années de Bonn, eh bien, c'est du Schmein tout craché. Je vous cite deux noms simplement, deux grands auteurs allemands, Konrad Hesse, qui est écrit le grand allemand, et le grand auteur allemand, Wilhelm Hennig, professeur de sciences politiques. Je suis bien l'impression que les plus jeunes ont permis de lui jusqu'à récemment, ce qui prouve l'état de notre science en France. Hennig, c'est un élève de Schmein et a utilisé à sa façon Schmein, ce qui prouve bien que ce qu'il disait peut vous paraître nébuleux, et je comprends très bien la critique, mais en même temps, ça a marqué certains esprits, et on devrait à ce moment-là peut-être essayer de montrer un peu la généalogie de la pensée de Schmein. C'est d'un côté, c'est Hegel, la construction du peuple, la façon de Hegel, et puis également Kierkegaard. C'est-à-dire que le grand juriste Kierkegaard, quand on lit Kierkegaard, c'est souvent nébuleux, en même temps, c'est un juriste qui a essayé de penser l'incorporation, et je pense que Schmein est à la croisée de ces deux influences. Alors pour nous, Français, ça peut paraître singulier, original, mais ce n'est pas des deux intérêts. Voilà ce que je voulais dire sans être un militant Schmein, mais je pense que la manière dont vous les présentez tend à gommer les aspects les plus intéressants. Après, je suis d'accord avec vous, il a pensé à la théorie de l'État, et évidemment, comme il s'intéresse à la théorie de l'État, il relativise, c'est très bien dit, la théorie des formes du gouvernement, et il n'a pas grand-chose à dire à la démocratie. Et j'ajoute le dernier point, le petit plaidoyer, c'est qu'évidemment, ce qui est la démocratie est pas très positif, mais pour un Allemand qui était un bon réactionnaire favorable à la monarchie, la République de Weimar, c'est pas un modèle. Et je vous renvoie à ce qu'écrivaient les juristes français de la Troisième République, à la thèse de Marie-Jo Rodor. Les juristes français n'étaient pas non plus très tendres avec les parlementaires. Donc, si on essaie de relativiser, on voit, on essaie de comparer, on voit que Schmein n'est pas si négligeable. Il y a un peu l'autre, pardon. Mais je suis assez d'accord avec vous, et vous voyez plus d'ironie, j'en ai. Non, c'est pas. La comparaison, notamment entre Maurice Roux et Schmein, me paraît très fertile, parce qu'effectivement, c'est deux esprits empreints d'une part de religiosité, ça ressort aussi dans la doctrine, et avec une intention constante pour la transformation sociale, la transformation du droit, l'évolution de la société. Et ça les amène, qu'on soit pour, qu'on soit contre, ça les amène à travailler sur des aspects déterminés, ou mettre l'accent sur des aspects déterminés, notamment le droit de l'esprit ou les pratiques qui ressemblent à du droit et qui permettent des changements constitutionnels informels. Ça, j'en suis parfaitement d'accord là-dessus, j'en suis parfaitement convaincu, et je trouve ça intéressant, hein, je ne vois pas. Mais vraiment, oui, vous mettez plus ironiquement. Et du reste, alors, en ce qui concerne la méthodologie, moi j'ai plus de sympathie positiviste, c'est certain. Je trouve intéressant la volonté de changer complètement le cadre argumentatif, interprétatif d'une époque. Je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant chez Schmein, je trouve ça intéressant par exemple chez Duguy. Bon, c'est la même chose, un projet un peu qui a de la gueule, enfin, qui a de l'ambition de dire voilà, on va faire table rase de la manière dont on travaille, j'arrive avec telle philosophie et je dis c'est désormais sur ce fondement qu'on va développer mon école. Moi je trouve ça intéressant. Ce qu'il y a chez Schmein, c'est que c'est pas toujours facile de comprendre vraiment où il veut en venir. Et souvent, il joue aussi, et même assez largement, il joue d'une forme qui est vraiment nébuleuse. À côté, Maurice Roux est d'une limpidité cristalline. Maurice Roux, bon, c'est vrai, on compare toutes les phrases, même pour le général, lui, c'est même un bon locuteur allemand, c'est pas mon cas, hein, mais je trouve qu'on a vraiment du mal, hein, c'est vraiment le casse-tête sur chaque phrase, et des fois on voit qu'il a surajouté
des mots, des adjectifs, etc. C'est bien incompréhensible. Et je pense, c'est une critique que vous avez faite, mais je pense qu'elle n'est pas complètement fondée, que c'est aussi une manière de servir la messe en latin, que c'est aussi une manière d'éblouir le bas peuple avec des références philosophiques impressionnantes qui doivent laisser le lecteur un petit peu pantois. La dimension rhétorique de cette écriture existe. Hein. Voilà. Enfin, pour ce qui est du rapport Smail-Schmitt, je pense que politiquement c'est très différent. Effectivement, Smail est un auteur conservateur, conservatisme réactionnaire d'ailleurs, mais je pense qu'il a moins de sympathie pour les formes dures, les formes fascisantes que Schmitt. Il est intéressé par ce genre de questions. Souvent, il y a beaucoup de références pour faire façon au fascisme, pour savoir si on a là une nouvelle forme d'intégration qui se met en place, s'ils n'ont pas mieux compris l'intégration personnelle avec tout le truc sur le chef, le budget, le patron, quoi, et tout ce que ça implique, évidemment. Et ainsi que sur les manifestations, la gymnastique en commun, et tout ce genre de stade, l'intégration fonctionnelle pour le coup. Donc, il y a des réflexions là-dessus qui sont assez nombreuses et qui dénotent un intérêt qui est constant chez Smail pour ça, mais qui n'est pas forcément une marque de sympathie complète. À mon avis, il n'est pas aussi intéressé que Schmitt par ça, et je ne pense pas non plus qu'il soit en train de fomenter un coup d'État. Au contraire de Schmitt, qui me paraît clairement avoir tenté, il avait démontré une personne dans les derniers jours de Weimar, de faire ça. Donc je pense pas que ce soit politiquement le même type d'auteur. Encore une fois, j'ai pas. Bon, ça fait 3 semaines que j'essaie de m'appuyer ce livre, que je progresse à la vitesse des escargots. Alors évidemment, peut-être qu'un peu de ressentiment dans les propos. Autre question. Alors, je vais profiter du blanc momentané pour poser moi aussi une question. D'ailleurs, aussi, ça s'adresse aussi à Olivier, puisque on en a parlé tous les deux. Quelle est exactement l'influence de Smail sur la jurisprudence de la Cour de Karlsruhe et aussi, comment les nazis ont-ils reçu la doctrine de Smail? Alors, sur la deuxième question, je ne saurais pas vous répondre très franchement parce que j'ai pas beaucoup de lumière là sur les nazis. J'ai beaucoup d'amis nazis, bien sûr, mais c'est une autre époque et ils ont oublié les valeurs de la jeunesse. Mais ça, je dois dire, je ne sais pas bien. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment reçu. En fait. Je sais que Smail, pendant la période nazie, est resté à l'écart, a fait surtout du droit ecclésiastique. Par la suite, il s'est beaucoup tenu au droit ecclésiastique, au droit de l'Église, donc il n'a pas adhéré au régime, ça c'est certain, il a résisté. Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je ne sais pas. Voilà, franchement, je veux dire, je ne sais pas. Enfin, pour la première question, l'influence de Smail est certaine parce qu'elle concerne d'abord, sans doute, l'interprétation des droits fondamentaux. Dans la jurisprudence de la Cour de Karlsruhe, on trouve beaucoup d'éléments qui sont directement dans les termes mêmes qui sont employés, qui sont hérités de Smail. La conception des droits fondamentaux comme expression d'un ordre de valeurs objectives, ça c'est du Smail dans le texte. Voilà. Et c'est une chose qu'on retrouve fréquemment. Je sais aussi, moi qui a eu beaucoup d'influence, notamment sur un certain nombre d'élèves qui ont été très influents, comme Rav Hesed notamment. Souvent on lit, c'est un résumé sans doute un peu rapide, mais qu'à la fin de la guerre, la doctrine se partage entre les schmittiens et les smailiens, je crois, en Allemagne. C'est vraiment les deux grandes écoles de mouvement. Oui, je confirme. L'école schmielienne est l'école dominante, parce que les schmittiens sont après, quand même pourquoi après la Seconde Guerre sont des marginaux. Ils continuent à avoir Schmitt qui a été expulsé exclu de l'université allemande, ils ont des séminaires privés, donc c'est une sorte de petit clan avec des gens brillants comme Zuckerford, mais c'est des gens qui sont marginaux.
et alors que l'école schmendienne, je crois que Larry Boltz était un élève de Schmenn. Donc il y a eu aussi, je ne sais pas les noms en tête, mais il y a un ou deux élèves de Schmenn qui sont devenus juges à Karlsruhe, et on retrouve, comme on a dit, l'influence très forte dans le vocabulaire même, et notamment sur l'objectivation des droits. En France, que les droits fondamentaux en Allemagne, c'est aussi le droit naturel avec justement la doctrine de Schmenn tout à fait appliquée. Concernant le droit d'asile, de grands spécialistes français, Olivier Georges a fait une conférence il y a 15 jours à Paris, et j'étais, et j'ai souvent entendu parler de droit d'asile. Jamais il n'a évoqué le nom de Schmenn qui a vraiment influencé le droit d'asile. Les juristes nazis ont construit une théorie tout à fait autonome, mais il ne me semble pas qu'il y ait une quelconque influence de Schmenn sur le droit d'asile. En tout cas, j'ai jamais entendu de l'asile. Beaucoup de monde absent, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une sorte de marque de Schmenn sur le droit d'asile. Pour le peu lancer sur les nazis, ils ont surtout cherché à se démarquer, les intellectuels entiers, à se démarquer de l'époque précédente, parce que c'était se compromettre de revendiquer les paternités intellectuelles des auteurs narratifs. Souvent aussi, ils ont pris bien soin, y compris Grachit a beaucoup maturé sa propre doctrine précédente, il peut sembler ancré par l'origine. Qui parle de renouvellement, et moi j'ai une question très simple. Est-ce que vous pourriez me parler de Pareto? Une réponse très simple, non. C'est un auteur que je connais déjà bien. Quand je connais l'auteur, j'ai déjà exposé mes lacunes, mais moi j'ai juste intégré quelque chose, c'est le concept de perdabilité des élites. Et donc, par exemple, ce n'est pas l'économie d'une ou des élites. Tandis que si je comprends bien Smith, il n'y a pas nécessairement de passage par cette idée d'élite. Et donc je parle ici maintenant, dans une société française, où on parle d'ascenseur social en Paris. Ce qui suppose qu'il faudrait qu'il y ait un ascenseur social, puisqu'il faut une élite dans notre démocratie oligarchique. Je suppose que c'est pas parce que le groupe est resté au premier étage. C'est la plus gros malade. Bien, oui, Jean-Marie. Oui, alors je voudrais poser une question sur Smith, parce que si je pose une question sur Smith, je vais parler d'Oriot, mais alors c'est pas de mais en revanche, je voudrais poser une question à Mathieu Cousin-Guilina, parce que j'ai l'impression que. Plus fort. Je voudrais donc poser une question à Mathieu Cousin-Guilina, parce que j'ai eu le sentiment, mais peut-être c'est parce que le sens de mon propos, que tu présentais 1848 un peu comme essentiellement sous l'angle de porte qui se ferme. L'hypothèse qu'on avait, l'idéalisation qu'on se faisait et qui se révèle impossible. Impossible aussi, bien que tu n'aies pas dépassé 1851, parce que tout ça tourne mal, tout ça aboutit au contraire des principes sur lesquels on s'était donné. Est-ce que tu penses qu'en revanche, il y a un legs positif, en quelque sorte, de 1848 pour ce que nous appelons aujourd'hui démocratie? Alors, oui. Je peux développer. Je peux dire que je n'ai pas été au-delà de 1851, mais je n'ai même pas été au-delà de 1848. Oui. Je suis vraiment arrêté évidemment à l'année 1848. En fait, oui, je décris une porte qui se ferme, ça c'est très clair. Et en même temps, je crois que ce qui caractérise 1848, en tout cas le début, c'est justement ce côté tout est possible, ce côté yes we can, ce côté le changement c'est maintenant, enfin on y croit quoi. J'ai l'impression que la démocratie en février, on a l'impression qu'elle est réelle, et en avril on sait qu'elle ne sera jamais réelle. Et j'ai l'impression que ça se fait en 2 mois.
il y a vraiment ce côté, tout est possible et on va y arriver, c'est pour ça qu'on va le faire et on le fait. Et il y a un certain nombre de choses qui sont faites, et puis en effet, la porte se ferme très vite. Néanmoins, oui, il y a des tas de choses qui sont positives. Dans la longue liste, a commencé évidemment le suffrage universel, même si il n'est pas universel, contact. La proclamation de ce que d'aucuns vont appeler la deuxième génération des droits. Évidemment, on a une série de droits sociaux qui sont proclamés et qui marchent. Oui, évidemment, des tas de choses qui sont positives, mais je suis un pessimiste, moi, de base, donc c'est pour ça que j'ai décrit surtout cet aspect-là. Et en fait, oui, ce qui m'a frappé, c'est que toutes les lectures que j'avais faites, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions quand j'étais tout jeune, c'était ce fameux concept de démo-libéralisme que je trouve vraiment très intéressant, et se rendre compte qu'il y a un moment clé où il est en train de se matérialiser, et j'ai l'impression que c'est ce moment-là. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé. Marianne. Donc je tenais à remercier les deux intervenants pour ces exposés, qui étaient un véritable plaisir, j'imagine que chacun d'eux en ça. Et préciser peut-être que, effectivement, on a fait tous les deux là, vous n'avez pas insisté sur l'influence de Tocqueville dans cette recherche d'une synthèse entre la liberté et l'égalité. On voit bien dans tout son œuvre sur la démocratie en Amérique comment au départ définit la démocratie par rapport à l'égalité, mais quand même son gros problème c'est la synthèse avec la liberté. Et je suppose que vous ne l'avez pas évoqué parce que c'était tellement évident, mais pour les non-spécialistes, peut-être que c'est utile de s'en souvenir. C'est dans le texte. Voilà. C'était prévu et en effet, oui, bien sûr. Ouais. Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, l'heure de la pause café est presque arrivée et avancée. Retour à 4h30, 4h30.